Alors, en toute hypothèse, au cas où la traduction ne fonctionnerait pas bien, je vais faire mon introduction en anglais. Welcome everybody. Bon, je vais continuer en français quand même parce que j'essaie d'avoir le maximum d'égard à l'assistance que vous constituez aujourd'hui. En quelques mots, c'est évidemment un très grand bonheur, mais aussi et beaucoup une immense fierté de vous voir toutes et tous ici, réunis là dans cet auditorium presque neuf qu'on a inauguré il y a quelques mois, qui dit quelque chose de la volonté de la CFE-CGC d'exercer son syndicalisme au plus haut niveau possible. Donc ça, c'est la manifestation visible de la modernité, de la volonté stratégique de l'organisation d'être à la disposition de ces sections syndicales et du travail qui y est fait. Mais il y a aussi la thématique. Alors, je suis personnellement très touché par cette journée, parce que, je l'ai rappelé hier en comité directeur de l'organisation, il y a 20 ans, c'est pas rien, j'étais moi-même un jeune élu à la Confédération et avec quelques pionniers, on peut le dire comme ça, quelques pionnières, avec Laurence Mathis qui est ici, que je salue, Francesca Breuil qui est là aussi. Nous avons monté le premier groupe de référents Europe à la Confédération, il y a 20 ans. Et j'ai en tête les premières réunions, j'ai en tête les premières personnes qui, venant d'AXA, je crois qu'il y en a dans la table ronde, de la BNP, du transport, des énergies, comment nous avons construit ce qui est devenu désormais un pôle très très fort, irremplaçable, remarquable à la Confédération sur la question européenne et sur la question centrale des comités d'entreprise européens. Parce qu'il nous est venu cette idée à l'époque que le comité d'entreprise européen allait devenir un élément de plus en plus incontournable de la vie syndicale des grandes entreprises de dimension internationale. Moi, je suis un vieux militant, j'ai connu le comité de groupe. J'ai connu le comité de groupe dans ma propre entreprise, qui était le lieu privilégié de nos employeurs pour établir la relation avec les organisations syndicales. Et j'ai été le témoin de ce glissement progressif de l'intérêt des directions générales du comité de groupe vers le comité d'entreprise européen. Et vous voyez, 20 ans, c'est long, mais ça passe vite finalement. Et à l'époque, notre volonté était d'être un acteur qui pèse justement dans la mise en place des comités d'entreprise européens. Parce qu'on avait identifié que c'était à cet endroit-là que l'interaction allait devenir la plus étroite et la plus vive entre la stratégie de la direction générale et ce que les organisations syndicales pouvaient en penser et pouvaient construire de réactions, d'interactions avec cette stratégie-là. Mais pour ça, il faut déployer tous les instruments justement de l'action syndicale, c'est-à-dire la formation. Ce sont tous les modules qui ont été développés de formation sur l'Europe, l'initiation sur le comité d'entreprise européen. Mais c'est aussi, bien sûr, tous les éléments didactiques sur lesquels il faut se baser pour pouvoir réfléchir et comprendre, pour pouvoir préparer un groupe spécial de négociation. Rien que le mot, il y a quelques années, était un concept presque énigmatique. Eh bien, tout ça, il faut pouvoir l'anticiper. Parce qu'en fait, ce point central de la négociation dans le groupe spécial de négociation, ce point, eh bien, il ne faut évidemment pas le laisser aux autres. Il ne faut pas le laisser au hasard des rencontres et des propositions parfois un peu équivoques de la direction. La direction, on le sait, sur ce sujet-là, aime pouvoir se baser sur une grande expertise des organisations syndicales et bien évidemment, nous, on le revendique, sur une grande expertise de la CFE-CGC. Et donc voilà, cette journée, je vous vois tous là devant moi, studieux, affairés
attentif, presque pressé d'entendre le panel de nos experts. Il va y avoir 3 tables rondes aujourd'hui de très haut niveau. De toute façon, ça c'est un terme auquel j'ai été confronté très tôt. Dès qu'on parle du comité d'entreprise européen, on parle du très haut niveau. Mais le très haut niveau, c'est très bien pour la CFE-CGC. Parce que finalement, c'est notre objectif syndical, tirer le débat vers le haut. Parce que quand le niveau du débat est haut, nous, on estime qu'on est plus compétitif que quand il est tiré vers le bas. Et donc, c'est l'objectif de cette journée. Moi, je rends hommage à Anne-Catherine, qui est aujourd'hui notre leader maximo en la matière. Et Dieu sait si elle pèse dans le game, comme on dit. Hein, je l'ai entendu rappeler tout à l'heure le travail qui a été fait par les équipes. Et c'est, moi, je peux vous le dire, un très, très gros travail. Et le résultat va être à la hauteur de cet investissement. Donc, je salue une fois de plus Anne-Catherine. Bien sûr, Francesca, Sonia que je vois, et Anna, hein, qui travaillent dans l'équipe. Et puis Laurence, bien sûr, que j'ai cité tout à l'heure. Là encore, place au débat, place aux experts, place à la compréhension et l'interaction mutuelle sur un sujet qui est devenu maintenant un sujet central dans les entreprises de taille internationale, bien sûr. Et je pense que si c'est devenu un sujet si central, c'est un petit peu grâce à nous, grâce à la CFE-CGC, c'est l'aboutissement d'un travail continu depuis des années. Et j'en termine, c'est une très grande fierté pour la CFE-CGC. Merci. Merci François. Eh ben, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Néanmoins, j'ai encore quelques petits détails techniques à vous dire. J'ai mentionné qu'il y avait une captation. Une captation, ça veut dire projection vidéo. Lorsque vous prendrez la parole, vous ne serez pas filmé puisque vous serez de dos. Donc, je vous demanderai de vous présenter, sauf si vous souhaitez être là de manière totalement incognito. Néanmoins, vous ne serez pas filmé en direct. Nous avons aussi dans la salle 3 journalistes. Je ne sais pas s'ils sont arrivés. Si nous avons Frédéric Turlan, qui est rédacteur en chef de la lettre d'information IR-Share. Bonjour Frédéric. Nous avons également Antoine Piel de Mind RH, qui est là. Bonjour. Et puis également Marie-Aude Grimont, des éditions Francis Lefebvre, entre autres. Donc, ces 3 journalistes sont là pour prendre des contacts, mais aussi pour retranscrire ce qui se dira dans cette journée. Et en tout cas, nous utilisons beaucoup les lettres, les newsletters qui sont édités sur l'Europe et les actualités européennes et internationales. Donc, en tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à les rencontrer et à souscrire des abonnements qui vous seront très utiles dans votre exercice syndical quotidien. Donc, nous avons pu écouter François Omril. Néanmoins, nous allons commencer nos travaux. Comme vous l'a dit François, la Confédération est engagée depuis de très nombreuses années sur le domaine européen et international. Son implication dans les comités d'entreprise européens n'est pas nouvelle, puisque dès 2009, nous avions un projet européen qui s'appelait Percé, dont Laurence était, je dirais, la maîtresse d'œuvre à l'époque. Et Percé, en fait, c'est la plateforme de l'encadrement pour un réseau des comités d'entreprise européens visant à faciliter l'exercice du droit à l'information et à la consultation des travailleurs et du personnel d'encadrement. Donc vous voyez que déjà à l'époque, nous étions extrêmement impliqués et ce projet, en fait, a servi de base au guide sur les comités d'entreprise européens et les comités d'entreprise de sociétés européennes que vous avez dans les tote bags qui vous ont été remis et dans lequel il y a une réactualisation suite à la révision de la directive qui est toute récente. Donc je vous invite à le consulter. Mais en fait, on peut se poser la question, quelle est la réalité en matière de comité d'entreprise européen aujourd'hui ?
Est-ce qu'il fonctionne? Combien il y en a? Est-ce que c'est réellement un outil de dialogue social? Eh bien, je vais vous donner quelques éléments quantitatifs sur les comités d'entreprise européens par une petite présentation qui va normalement, si tout va bien, apparaître à l'écran. Non? Ah. Voilà, c'est le direct. Hein. C'est le direct. Donc, nous avons évoqué les salariés du secteur tout à l'heure, mais je vais faire une petite présentation rapide. Vous avez rencontré Francesca, la chef de service. Vous avez rencontré Sonia et Anna, qui s'occupent de l'ensemble des dossiers européens et internationaux. Vous avez aussi rencontré Nadine, qui est l'assistante du secteur, Évangeline, pardon, qui sont les assistantes du secteur et du service Europe Internationale. Nous avons également 2 experts qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui, que je n'ai pas vus en tout cas. Mais nous avons également donc, des élus, des élus confédéraux, donc moi-même, Gonzague Guez qui est dans la salle, et également Benjamin Houdet, mais qui avait une réunion avec des parlementaires aujourd'hui, donc c'était compliqué pour lui d'être là. Mais toute l'équipe, en tout cas, est très impliquée dans les aspects européens et internationaux. Et si vous souhaitez discuter avec eux et elles, n'hésitez pas à le faire. Donc, je vous disais quelques chiffres, une petite photographie des comités d'entreprise européens. Certains d'entre vous qui ont suivi la formation comité d'entreprise européen ont sans doute déjà vu ces planches, mais néanmoins, pour les autres, ça peut être utile. Donc, la première chose, vous voyez dans les comités d'entreprise qui ont été créés, il y a eu une forte hausse en 1996, puisque c'était la première directive qui était établie. Et puis ensuite, grosso modo, une quarantaine de créations de comités d'entreprise européens, avec une petite baisse quand même à partir de 2021, et puis un encéphalogramme totalement plat en 2025, puisqu'évidemment, tout le monde attendait la nouvelle révision de la directive. Donc, pour le moment, il y a eu 1800 comités d'entreprise qui ont été créés. Néanmoins, il y en a, même s'il y en a un certain nombre qui sont actifs, tous ne sont pas réellement opérationnels et continuent de fonctionner aujourd'hui. Aujourd'hui, on table sur des comités d'entreprise européens qui sont majoritairement présents dans le secteur manufacturier. Donc manufacturier, j'entends la métallurgie, la chimie, la sidérurgie, mais aussi l'agroalimentaire, qui font, vous direz, une grosse partie de ces comités. Et le secteur manufacturier, c'est quasiment 80% des comités d'entreprise européens. Ensuite, sur l'autre diagramme, vous avez la ventilation par pays où il y a le siège des entreprises. Tout en haut, c'est l'Allemagne. C'est pas très lisible, mais c'est l'Allemagne. Ensuite, vous avez les États-Unis et la France. Les États-Unis, c'est assez logique parce que la plupart des entreprises américaines ont une activité forte en Europe. Et donc, il y a beaucoup de comités d'entreprise. Mais le premier pays, c'est l'Allemagne. L'Allemagne avec une tradition de dialogue social et de codétermination qui fait qu'il y a une implication forte des entreprises à ce niveau-là. Et puis aussi la France, parce que là aussi, on a un dialogue social qui est présent, qui n'est pas de la même forme qu'en Allemagne, mais qui est très présent dans les grands groupes, ce qui explique que ces 3 pays-là ont le plus de comités d'entreprise européens. Et puis pour terminer, donc vous avez ici, si on prend les comités d'entreprise, on va dire, actifs, la plupart, en fait, sont dans des groupes, pas forcément des très, très grands groupes, puisqu'on veut dire qu'ils ont moins de 10 000 salariés. Ils fonctionnent dans l'espace économique européen. Mais par contre, avec un grand nombre de pays représentés, puisque la plupart ont plus de 10 pays qui sont représentés en leur sein, donc avec évidemment des difficultés de multiculturalisme à gérer.
Ces chiffres-là sont les chiffres qui sont issus d'une base de données européenne sur les comités d'entreprise européens, qui est en accès libre, que vous pouvez consulter pour avoir des informations. Et ce sont malheureusement les chiffres de 2025. Ils n'ont pas été réactualisés. On espère qu'ils le seront au cours de l'année pour qu'on puisse avoir des informations plus précises. Voilà, sur la partie mise en œuvre, on va dire, des comités d'entreprise européens. Et à partir de ces éléments, nous allons pouvoir démarrer notre première table ronde. Mais je ne vais pas faire intervenir tout de suite nos intervenants à l'estrade, puisque nous avons une vidéo du rapporteur de la nouvelle révision de la directive sur les comités d'entreprise européens, Monsieur Radke, qui a bien voulu nous consacrer quelques minutes pour nous parler de son expérience en tant que rapporteur sur cette directive et surtout nous dire si le résultat est à la hauteur des enjeux qu'ils avaient en tête. Donc, nous allons maintenant avoir une vidéo de Monsieur Radke. Dear colleagues, friends, ladies and gentlemen, for your today's gathering, for your conference, all the best and kind regards here from the European Parliament in Strasbourg. As a rapporteur for the revision of the European Works Council's directive, I'm very happy and I'm proud to provide you with some informations on what we have achieved. In my eyes, and I say this as a trade unionist, and I have been a trade union political secretary for many, many years before becoming member of European Parliament, I think we achieved a lot. And we have achieved things workers' councils and trade unions have been calling for many, many years since the last revision of the Works Council directive. We have now ensured more legal clarification on the question, what is a transnational matter or not? This is key in my eyes because we have seen in the past there were many internal debates, struggles on this issue. And furthermore important in my eyes, we ensured that we gain legal clarity on the question what is confidential and what is not confidential, which information have to be given to the Workers' Council. And in the past, we often experienced that the management was not willing to give us highly needed information because they were hiding behind the question, oh, we would love to give it to you, but it's strictly confidential, we cannot give it to you. So we are ensuring this now. We ensure, and of course this is not for every member state of interest, but in some is that the costs dealing with the work in the European Works Council, also legal costs, have to be fully covered by the company. So in my eyes, this is really a step forward. Also on the question of gender balance, we have achievements. We have an achievement on the format of working. So if the Workers' Council does want it, also hybrid meetings will be possible in future. And we ensured that we jump from at least one meeting a year to two meetings a year. So in my eyes, what we achieved is really the highly needed update on the European Works Council directive and on the work of the European Works Councils. And once again, thank you for all the support that I and a lot of other colleagues involved in that topic received from you as members of Workers' Council, as trade unionists, and thank you for that. And that shows me once again, if we stand together, if we push for the right topics, if we announce
workers' needs, it is possible to achieve what we have been calling for many, many years. So all the best for you and see you soon. Bye. Merci. Alors nous allons maintenant démarrer la première table ronde de cette journée. Je rappelle aux futurs intervenants que nous avons des interprètes. Donc je compte sur eux pour parler distinctement, tranquillement et faciliter le travail de tout le monde. Et j'appelle maintenant à la tribune pour la première table ronde Maxime Legrand, Niels Elofsson et Jean-Philippe Lernoux. Bonjour, merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Donc, Maxime Legrand, tu appartiens à la Fédération de la Banque et tu as rejoint BNP Paribas en 2001. Après un certain nombre de responsabilités syndicales dans l'entreprise, tu deviens secrétaire national confédéral au travail et l'organisation et la santé. Mais tu es aujourd'hui, au titre de président de la Confédération européenne des cadres, parmi nous, l'un des Confédérations européennes des cadres, l'un des 3 partenaires sociaux européens de représentants des salariés. Niels Elofsson, conseiller aux affaires sociales auprès de Business Europe, que vous avez rejoint en 2025. Vous avez aussi travaillé au sein du CESE européen et de différentes chambres patronales suédoises. Je rappelle que Business Europe est l'un des 3 partenaires sociaux européens qui représentent les employeurs. Et puis Jean-Philippe Lernoux, qui est notre représentant du monde académique aujourd'hui, professeur de droit à l'Université de Poitiers, spécialiste du droit européen du travail, avec plusieurs ouvrages sur les comités d'entreprise européens, également expert pour la Commission européenne, l'Autorité européenne du travail, le Parlement européen et Eurofound. Mais vous avez aussi travaillé sur des litiges au sein de la Cour de justice. Donc, on compte sur votre œil aguerri de juriste pour nous apporter des informations qui pourront nous être très utiles par la suite. Et vous interviendrez d'ailleurs un peu plus largement à la suite des interventions de Maxime et de Niels. Alors, vous avez vu dans la vidéo précédente, hein, donc c'est un représentant des salariés qui est député européen, mais quand même un ancien syndicaliste qui s'est exprimé, qui a mis en avant un certain nombre d'avancées justement de cette nouvelle directive du côté des salariés en termes de définition de transnationalité, de meilleure utilisation des réunions, d'une définition de la confidentialité. Alors maintenant, au titre de la CEC, en fait, est-ce que la CEC déjà a participé à l'élaboration de cette nouvelle révision? De quelle manière? Quels étaient les éléments que la CEC portait? Quels étaient les pays membres qui se sont impliqués aussi dans cette préparation de la révision de la directive? Et puis en fait, quelle a été la place de la CEC dans ce dispositif? Alors tout d'abord, bonjour à toutes celles et ceux que je n'ai pas pu saluer. Vous êtes nombreux et nombreuses aujourd'hui, donc bonjour à tout le monde. Merci Anne-Catherine pour cette invitation et bravo aux équipes pour l'organisation. Donc tu l'as souligné, donc Maxime Legrand, président de la Confédération européenne des cadres, c'est mon 2e mandat. J'étais au préalable secrétaire général depuis 2018 et j'avais en charge le dialogue social. Donc j'ai participé à toutes les négociations de 2018 à 2024 au niveau européen. Tu as souligné que la Confédération européenne des cadres est une des 3 organisations reconnues officiellement partenaires sociaux européens, ce qui nous donne l'accès à un statut privilégié, c'est-à-dire que nous sommes consultés de façon prioritaire lorsqu'il y a des consultations des partenaires sociaux. Donc au même titre que les 3 organisations d'employeurs, nous sommes consultés avec la CES, Eurocadre et nous-mêmes. Donc ça nous donne un privilège et bien sûr on tire l'opportunité de ce privilège pour participer aux consultations. Donc nous avons répondu aux 2 phases de consultation.
Pour répondre, bien sûr, donc, la CEC représente 1 million de cadres européens. Et pour répondre, nous comptons bien sûr sur nos organisations membres. Et donc, je vais répondre à ta deuxième partie de question. Quels ont été les apports de nos organisations membres ? J'ai bien aimé la présentation qui a été faite sur les comités d'entreprise européens, parce que je me disais que finalement, les organisations qui ont répondu chez nous, ça représente assez bien où on trouve les comités européens, puisque les principaux apports que nous avons eus viennent bien sûr naturellement de la CFE-CGC, puisque François Omri l'a souligné, il y a un investissement de longue date sur ce sujet, donc la CFE-CGC nous a bien alimentés. Mais aussi l'Allemagne, donc notre organisation allemande nous a alimentés, notamment sur des questions spécifiques liées à la représentation des cadres et des managers et des professionnels, puisque chez eux, on a parfois des difficultés à trouver, dans les comités européens, à avoir la représentation spécifique du sujet cadre, management et profession intermédiaire. Et puis, naturellement, on a eu la participation des Suédois. Alors, les Suédois étaient un peu loin dans le classement, mais on a aussi quelques comités européens qui nous viennent de la Suède. Et les Suédois ont naturellement aussi répondu et nous ont alimentés, et plutôt en faisant part de leurs bonnes pratiques en matière de dialogue social. Puisque chez eux, c'est naturel. Les avantages d'un bon dialogue social sont tellement naturels que du coup, ils ont plutôt participé en accentuant sur ces points. Et puis aussi l'Italie, naturellement. On a quelques comités, c'est un peu plus loin, mais voilà. L'Italie a participé, fort de son expérience en matière de dialogue social. L'Italie est assez proche des positions CFE-CGC. Et puis, ça a été souligné aussi, on a eu des participations qui ne sont pas toujours le cas dans d'autres consultations, mais de la part de nos secteurs, de nos fédérations sectorielles. Et ça a été souligné aussi, notamment sur les secteurs manufacturiers. La Fédération de la chimie a participé avec des questions très précises et très pragmatiques qui sont finalement les réponses qui ont été soulignées par le député Radke sur la confidentialité, sur comment on fonctionne, sur le cadencement des réunions, des choses assez pratiques. Donc voilà comment nous avons répondu. On a été bien sûr on a été différenciant par rapport aux autres organisations. Si je compare aux réponses des employeurs, ça c'est bien sûr naturel, mais aussi avec les autres organisations représentant les salariés qui ont été plutôt dans la revendication sur des nouveaux droits, je pense notamment en matière de sanctions, en cas de non-respect, etc. Donc nous, on avait plutôt eu des apports tournés vers les réponses pragmatiques. Merci Maxime. Donc là, nous avons eu, je dirais, la vision côté salarié. Maintenant, je vais m'adresser au côté employeur. Comment est-ce que vous avez réagi face à cette nouvelle directive ? Quel était le positionnement de Business Europe sur une évolution de la directive sur les comités d'entreprise européens ? Qu'est-ce que vous avez porté ? Quelle est votre vision par rapport au texte qui a été adopté ? Est-ce que ça va dans votre sens ? Est-ce que vous auriez aimé modifier des choses ? Est-ce que vous espérez le faire à l'avenir aussi, peut-être ? Je sais que Business Europe a effectué un grand travail pour voir la façon dont la réglementation européenne pouvait être simplifiée. Les comités d'entreprise européens en font partie. Est-ce que vous êtes satisfait de la nouvelle directive et quelles vont être en fait votre capacité à la rendre effective dans les entreprises que vous représentez? Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais m'excuser de m'exprimer en anglais. Même si je parle un peu français, je pense que ça sera plus clair en anglais. Voilà. So, thank you so much, Catherine, and for inviting me here and having this organization. Et merci d'avoir very nice to be here. organisé cet événement. Je suis ravi d'être ici. Alors, côté employeur, au sujet de ces CEE. Alors, je vais me faire l'avocat du diable aujourd'hui, sans doute.
Mais c'est bien d'avoir une représentation des partenaires sociaux. Nous représentons 20 millions d'entreprises européennes dans toute l'Europe. Nous sommes un partenaire social reconnu à l'échelle européenne. Comme dont parlait Maxime, nous avons, nous aussi, un statut privilégié. Nous sommes consultés de façon formelle par la Commission européenne lorsqu'il y a des révisions. Et nous avons un rôle officiel dans les traités européens, traités constitutifs, et donc nous avons un rôle stratégique à jouer. Alors sur la directive et sa refonte, nous avons été pleinement impliqués, nous aussi. La Commission européenne nous consulte. Et nous travaillons avec nos homologues côté syndicat. Et en ce qui nous concerne, nous n'avons pas estimé qu'il fallait réviser la directive dès le départ, puisque nos membres nous ont fait savoir que le tout fonctionnait bien. Alors, nous ne souhaitions pas de refonte au départ, mais voilà, c'est la vie. Nous avons lancé le processus, nous avons parlé aux confédérations syndicales et avons proposé des négociations. Malheureusement, ils ne souhaitaient pas interagir avec nous dans le cadre de ces négociations. Donc, nous avons emprunté une voie législative. Et pour nous, il y a certains points qui sont soulevés. M. Radke a parlé du fait qu'il y a plus d'éclaircissement juridique sur les questions transnationales. Et les retours que l'on a vont dans le sens contraire. Les entreprises ont maintenant l'impression qu'elles sont confrontées à des incertitudes. Quand consulter les CEE, dans quel contexte, dans quelle situation, voilà, il y a certaines incertitudes sur la confidentialité, c'est un point qui est soulevé également. Il y a des entreprises membres qui ont des hésitations. Nous en sommes encore à un stade très précoce, mais des questions se posent, des interrogations. Il sera très important pour elles il faudra vérifier au cas par cas que la confidentialité n'est pas mise en péril. Et puis ensuite, les autres points, les coûts juridiques pris en charge par les employeurs. Bon, c'est un point qui fait que nous nous interrogeons également. Plutôt que d'interagir dans un dialogue social, il y aurait cette incitation peut-être à privilégier des procédures juridiques plutôt que le dialogue social. Alors, ce ne sera peut-être pas trop répandu. Mais en tout cas, l'équilibre nous semblait assez fragile. Alors, après coup, cette directive révisée, pour nous en satisfaire. Alors, il y a des éléments dans l'approche du Parlement européen qui ont un intérêt. Mais voilà, je voulais vous partager la perspective des employeurs. Merci. On voit donc très clairement qu'il y a quand même quelques différences de vue entre les employeurs et les salariés sur cette directive. Néanmoins, je voudrais revenir quand même sur ce point-là. Est-ce que vous estimez, vous, Business Europe, que en fait, cette directive va être un frein pour les entreprises en matière d'activité
Vous dites que, de votre point de vue, il y aura pas forcément plus de transparence et sur certains sujets. Est-ce que justement, cette nouvelle directive qui clarifie quand même d'autres biais et donne davantage de possibilités aux représentants des salariés de recueillir des informations, est-ce que vous pensez que ça ne va pas dans le sens de ce qu'on voit aujourd'hui au niveau européen, où on privilégie la partie compétitivité pour revenir sur des droits qui existaient? Merci pour la question. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cette directive a vu le jour sous le mandat précédent de la Commission. Et la Commission von der Leyen a beaucoup travaillé sur ce front-là. Donc ce que l'on a vu dans la refonte, c'est un changement. Alors, la Commission a une approche très différente à présent pour ce qui est de la compétitivité et pour ce qui est des politiques sociales de façon générale. Est-ce que cela va entraver la compétitivité? Je ne pense pas que cette directive révisée va empêcher les entreprises d'être productives. Je ne le pense absolument pas. Peut-être que certains risques se poseront avec cette directive révisée. Alors, pour certaines dispositions, ce sont les États membres qui décideront. Pour ce qui est des critères de confidentialité, par exemple, c'est un critère objectif. C'est aux États membres de se prononcer. Donc, il faudra voir comment tout cela se déroule dans la phase de transposition de la directive. Je perçois des risques pour la compétitivité des entreprises, mais je pense qu'il y a un compromis qui est possible. Il y aura une manière de satisfaire à la fois la direction centrale et les employés. Donc je ne m'inquiète pas trop en ce qui concerne ce côté compétitivité. Je vous remercie. Oui, merci. Alors, je vais revenir sur Maxime, là, parce que je voudrais quand même savoir comment est-ce que la CEC va agir maintenant auprès de ses membres pour les aider dans le cadre de la transposition. Quels sont les éléments que la CEC souhaite mettre en avant justement dans les futures législations nationales, toujours pour aider et faciliter le travail de nos militants dans les comités d'entreprise européens. Est-ce que vous pensez que les comités européens, dans leurs nouvelles attributions, dans le renforcement de certaines attributions qui sont faites, va permettre justement de mieux concilier l'activité des entreprises et le rôle des organisations syndicales dans les entreprises pour une meilleure connaissance de l'activité de celles-ci? Alors, avant de répondre à la question, ça a été souligné par Niels, c'est une réforme qui est venue par une directive, en fait. Et Niels a mentionné que lorsqu'on est interrogé par la Commission, lorsqu'on est consulté, on nous demande toujours si on veut participer à une éventuelle négociation, puisque la loi européenne se fait via la négociation des partenaires sociaux ou via un texte législatif. Donc si on a une négociation entre partenaires sociaux, ça peut produire un accord autonome qui peut être implémenté via les niveaux national ou ensuite sous la forme d'une directive. Fort de l'expérience des précédentes années, c'est pour ça que j'ai mentionné que j'avais participé à toutes les négociations depuis 2018, il est des fois où on trouve que
négocier, aller à la négociation. On n'a pas tellement confiance sur la possibilité d'aboutir en passant par la négociation. Donc en l'occurrence, en fonction des plus ou moins bonnes périodes et des bonnes relations, parfois on décide de ne pas aller à la négociation sur un sujet ou ça dépend des sujets. Donc là, on a laissé faire le législateur sur ce sujet. Moi, je trouve que ce texte, c'est plutôt un bon texte, c'est un bon compromis. La meilleure preuve, effectivement, c'est que la position des employeurs a évolué entre le début et la fin, puisque les employeurs ont bien participé à la construction de ce texte par tous les moyens possibles. Et je trouve qu'on a une bonne avancée sur le texte final. Bien sûr, il y a des choses qui restent encore à construire, et puis il y a encore des flous, ça c'est vrai. Il y a encore des flous sur quelques sujets. Et puis, il va y avoir la question de la transposition. Donc, je réponds à la question, mais je voulais revenir sur ce sujet. Les avancées, c'est clairement sur les questions, sur les moyens, comment on structure l'organisation d'un comité européen d'entreprise, quels sont les moyens fournis, la question de la confidentialité, tout ça, ça a déjà été dit. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, on va voir comment tout cela va être transposé. Alors, il y a un groupe de travail qui est au niveau européen, un groupe d'experts, je ne sais pas si vous en faites partie, mais il y a un groupe d'experts qui a été mis en place il y a quelques semaines. Donc, je n'ai pas encore vu de conclusion et de travaux, donc on va être alimenté directement par ce groupe d'experts. Et ensuite, nous, comme on le fait sur toutes les consultations, on est en lien étroit avec nos organisations membres au niveau national pour voir comment se passent les transpositions dans les pays. Et quand il y a transposition, normalement, il y a consultation des partenaires sociaux. Mais pour avoir été, il y a quelques années, délégué national ici au niveau français, on voit bien que selon les gouvernements, par exemple, si je prends le cas français, selon les gouvernements, les transpositions se font plus ou moins avec la consultation des partenaires sociaux, et consultation quand ce n'est pas parfois juste information en disant voilà ce qui a été fait. Voilà. Donc il va falloir suivre ce sujet en étroite coordination avec nos organisations membres. Je sais d'ores et déjà que ça va plus ou moins bien se passer. En Suède, j'imagine que ça va bien se passer. Et il y a des pays où ça va mieux se passer, je pense qu'en France. Voilà. Et puis les points, ce qui est flou effectivement aujourd'hui, ce sont les questions de la transnationalité. Donc c'est vrai que si vous regardez le document qui est ici et que vous regardez les paragraphes sur la transnationalité, c'est vrai qu'il peut encore y avoir des sources d'interprétation, malheureusement. Mais je pense qu'on a un texte qui est un très bon préalable à des bases de ce que je considère être les bases d'un dialogue social. Donc si on croit à l'efficacité d'un bon dialogue social, je pense qu'on a ici les bases pour pouvoir construire et structurer les bases d'un bon dialogue social dans les entreprises. Donc moi, je pense que le discours, c'est pas compétitivité et lourdeur administrative. Je pense que, est-ce qu'on le croit réellement qu'un bon dialogue social peut améliorer la productivité, peut améliorer l'engagement des salariés? C'est ça, en fait. Donc si vous êtes convaincu, je pense que les entreprises qui avaient déjà un comité d'entreprise européen qui fonctionnait plutôt bien, même dans les entreprises où ça fonctionnait plutôt bien, parfois on se retranchait derrière les questions de confidentialité, on se retranchait derrière les questions de transnationalité, parce qu'on n'avait pas envie de répondre. Voilà. Donc moi je pense que c'est un bon préalable et que ça devrait plutôt favoriser le bon dialogue social et donc favoriser plutôt les vraies questions de fond, sur la productivité, sur l'engagement des salariés, etc. etc. Voilà. Je vais passer une dernière question à Niels avant de poser une petite question conclusive, du moins pour cette première série d'interventions. Ça a été évoqué par Maxime, les comités d'entreprise européens sont un lieu de dialogue social. Mais je voulais savoir si côté Business Europe, est-ce que vous considérez que les comités d'entreprise européens sont simplement une obligation légale, donc vous respectez, je dirais, le minimum légal qui vous est demandé, ou est-ce que certaines entreprises peuvent considérer que c'est un outil de gouvernance en termes généraux qui peut les aider à prévenir des conflits dans les entreprises, à améliorer leur image en termes de responsabilité sociale, par exemple. Quel est le positionnement de Business Europe sur cet axe-là qui pourrait être pris dans les années qui viennent?
Merci. Je voudrais faire référence à une étude qui a été menée en 2015 par TU Leuven en Belgique. C'est une étude qui portait sur les dirigeants de CEE, les entreprises, les avantages des CEE. Et ce que l'on a observé, c'est que la majorité des entreprises ont intérêt à avoir des CEE, si bien sûr ils fonctionnent bien. Et il pourra y avoir des différences d'une entreprise à l'autre, vous le savez mieux que quiconque. Mais si c'est un CEE qui repose sur la confiance entre parties prenantes, qui repose sur le respect mutuel et la coopération, alors il est évident que les communautés ont une valeur ajoutée. Ce que les entreprises nous disent, c'est que lorsque c'est le cas, c'est un outil, une plateforme de gouvernance qui permet de réduire les risques de conflit, qui permet de mettre à l'épreuve différentes idées qui émergent. Et c'est une manière de prévenir les conflits, puisque dans les faits, les entreprises ont parfois besoin de restructuration, de procéder à des licenciements. Et on peut travailler avec les CEE, le Comité d'entreprise européen, pour faciliter ces processus. Et l'étude montre que ces plans sont facilités. Alors, ça ne fonctionnera pas parfaitement dans tous les CEE, dans toutes les entreprises, mais ce que l'on entend, c'est que lorsque les comités fonctionnent bien, qu'il y a une confiance mutuelle entre direction centrale et salariés, c'est un véritable outil de gouvernance qui peut être mis à profit pour la prise de décision au sein de l'entreprise. Vous savez, même, c'est peut-être une manière de transmettre des informations aux salariés. Donc, clairement, nous pouvons voir qu'il y a des avantages à avoir des CEE. Merci. Alors, nous avons eu donc les positions, je dirais, des partenaires sociaux européens sur cette révision de directive. Jean-Philippe, avant de présenter des éléments plus précis, des éléments juridiques sur cette directive, moi, je voudrais savoir quand même, juste rapidement, de votre point de vue, quel est le principal dysfonctionnement des comités d'entreprise actuels? Et est-ce que la nouvelle directive apporte des modifications qui répondent à cette préoccupation et qui diminuent les dysfonctionnements? Ce n'est pas la journée pour intervenir, simplement quelques minutes, et on aura sûrement des questions après qui pourront amener des précisions supplémentaires. Merci Anne-Catherine. Alors ça, c'est la question qui fait peur quand même. Direct, comme ça, sans échauffement. Moi, enfin, ce qui me vient à l'esprit, c'est comme ça, hein, je veux le dire. C'est quoi la logique du CE européen? C'est l'info-consulte. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est que sur une jambe et pas sur les deux. C'est de l'info, mais pas de la consulte. Donc, à mon avis, c'est ça la principale faiblesse. Et ce n'est pas une faiblesse juridique. C'est une faiblesse de terrain. Et bon, on a déjà dit beaucoup de choses hein, ce matin, et je vais remettre un peu d'ordre. Même dans ce qu'a dit Denis Radke, tout n'est pas tout à fait exact. On va clarifier ce qui a été clarifié. Mais enfin, je pense que c'est ce que vous vivez sur le terrain. Souvent d'ailleurs, vous avez complètement oublié l'existence de votre accord. Vous ne savez même pas qu'il y a un accord. Ceux qui s'en souviennent ne savent pas où il est. Ils ne le relisent pas. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et finalement, on en oublie ce que c'est. On oublie l'objet. Et voilà, mon sentiment, c'est que voilà, il nous manque la deuxième jambe et c'est celle qui court le plus vite. Donc, on est à cloche-pied alors qu'on devrait courir vite grâce à la consulte. On va y revenir. Hein. Donc, question directe, réponse provocatrice, Anne-Catherine.
Merci Jean-Philippe. Alors nous avons maintenant un peu de temps pour des questions dans la salle. Donc s'il y a des personnes qui le souhaitent, merci de vous manifester, de vous présenter rapidement. Vous pouvez poser des questions à un intervenant en particulier ou à l'ensemble si vous estimez qu'une réponse collégiale est souhaitée. Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui démarre, là, quand même. Je veux bien commencer. Bonjour Isabelle Morel, je fais partie du AWC de Mondelez. Il y a un point que vous n'avez pas mentionné qui pour moi est important dans cette révision de la directive, c'est le point qui concerne la formation. La formation qui doit être donnée aux élus avant la première tenue de la première réunion. Je voudrais savoir si c'est un point que vous avez porté et comment vous voyez sa mise en œuvre. Oui, c'est un point qui a été porté par certaines de nos organisations, parce que certains, je pense notamment à certains cadres qui sont exclus complètement du comité européen. Donc, s'ils sont exclus, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu les formations préalables. Et effectivement, c'est un point essentiel d'être formé. Ça a été dit encore ce matin par notre président, la formation. Mais effectivement, c'est un point essentiel. La deuxième partie, c'est comment on compte faire. On va voir dans les transpositions ensuite. Et puis, on compte... Vous savez, nous, on a aussi 2 piliers à la CEC. C'est le dialogue social et c'est la partie management, leadership. Et ce qui va avec, c'est l'échange de bonnes pratiques entre les différents pays européens. Et donc, on échange les bonnes pratiques. Et c'est un des points essentiels, notamment dans les comités européens. C'est pour ça qu'une seule réunion par an, c'est pas suffisant. Mais moi, ce que je trouve, c'est l'idée, c'est de remettre à niveau les collègues avec le niveau qu'ont finalement les dirigeants des entreprises. Parce que les dirigeants des entreprises échangent au niveau européen, au niveau international. Ils comprennent ce qu'est la culture, la différence des cultures. Et moi, mon expérience européenne et internationale me fait toujours dire que comprendre les différences culturelles, c'est super important. Et donc, si vous n'avez pas l'occasion avec vos collègues de vous rencontrer, d'échanger plus qu'une fois par an, de vous connaître, vous comprenez un peu moins bien ce qui se passe dans les autres pays et quelles sont les attentes des différents pays. Et donc, voilà, la formation, mais du temps d'échange pour que les salariés soient au même niveau que les dirigeants de l'entreprise. Ouais. Bien sûr, alors la formation, former les salariés des entreprises est essentiel. C'est le cas dans toute entreprise. Et en ce qui concerne la directive, il y avait des préoccupations, des craintes que les dispositions sur la formation soient trop restrictives ou restreignantes. Et de ce que j'ai entendu, et à la lecture des dispositions, encore une fois, nous faisons partie du groupe officiel qui transpose, donc ce groupe d'experts, CEE, ça permet d'avoir des éclairages. Et ce que l'on entend des entreprises, c'est que la directive n'interfère pas avec les accords existants. Ce sont les accords avec les CEE qui dictent comment les coûts sont pris en charge pour la formation notamment. Et donc pour nous, la formation, et puis ce que Maxime a dit, les différences culturelles en Europe, ce sont des éléments qu'il faut avoir à l'esprit, qui sont nécessaires pour collaborer. Mais nous avons principalement parlé des coûts et des dispositions qu'il y a dans les différents accords. Alors, je vais donner une réponse en deux volets. D'abord, une réponse d'observateur de terrain. Mon impression, c'est que, parce que je suis un peu de l'un et de l'autre côté parfois,
donc j'entends toutes les voix. Mon impression, c'est que les directions aiment avoir des interlocuteurs de qualité, hein, globalement. C'est vrai qu'il y a quelques directions qui préfèrent que ce soit pas terrible en face, mais c'est quand même pas le plus fréquent. Elles aiment avoir des bons interlocuteurs pour créer un vrai climat de confiance et productif. Donc là-dessus, faut pas se tromper. Et maintenant, comment y parvenir? Et là, c'est une réponse de juriste. Et dans la présentation que je vais faire, je vais souvent revenir aux accords. Je pense qu'il faut travailler l'accord. Il faut aussi le réviser. Il faut mettre des éléments quantitatifs. Il faut mettre des procédures. Si vous laissez dans le flou, il y aura un loup, comme on dit dans ma région. Et il faut formaliser le plus possible et faire appel à des professionnels. Alors, Maxime parlait de l'échange d'expériences, je pense que c'est capital, entre pays, mais aussi au sein d'un même pays, et passer par des professionnels. Alors, on en a dans la salle, je fais déjà leur publicité. Hein, Christophe Tessier qui va intervenir, Frédéric Turlan qui est parti téléphoner. Il faut être avec des gens, il faut être formé par des gens qui ont l'expérience du comité d'entreprise européen. Il ne faut pas des formateurs globaux qui vont vous sortir des grandes généralités. Il faut connaître, hein, vous le savez, entre la théorie du CE européen et la réalité, il y a tout un monde. Il faut connaître pas seulement les aspects juridiques, mais la sociologie, le fonctionnement, la mécanique. Donc voilà, on formalise dans l'accord. Et on met les moyens pour faire intervenir des professionnels. Merci. En fait, pour ce qui est de la formation, je voudrais quand même ajouter que nous, à la CFE-CGC, nous avons un module de formation spécifiquement dédié au comité d'entreprise européen qui peut permettre aussi un échange d'expérience, puisque c'est un interprofessionnel, donc de tous les secteurs. Donc c'est Francesca et Christophe qui animent ces sessions. Et je vous invite à vous inscrire si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, ça c'était le petit côté, oui. Le petit côté pub. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors j'en vois deux. Donc merci de vous présenter. Bonjour, Abderramouche. Je reviens sur l'intervention de Jean-Philippe Lernoux. Et en fait, je vais être un peu provocateur aussi. Concernant le forum en lui-même, on est dans mon entreprise toujours bien reçu, à Londres, tout se passe bien. Les échanges ont lieu, c'est toujours descendant. Mais je crois que c'était ce à quoi vous faisiez allusion, c'est la deuxième jambe. On repart frustré, pour une raison toute simple, c'est qu'on a eu beaucoup d'informations qui sont sensibles d'ailleurs, même parfois, c'est une marque de confiance. En revanche, il y a à aucun moment un échange sur une éventuelle négociation de quelque domaine que ce soit. Et là, on sort frustré de ces échanges-là. Donc quand on échange, ensuite on retourne et on échange et qu'on est signé un NDA pour éviter de transmettre ces informations, les collègues qu'on retrouve nous regardent et disent il nous manque une partie. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, merci. Votre remarque, je pense qu'elle... Votre remarque, à mon avis, elle résonne dans la salle. On va voir ce que dit la nouvelle directive et comment elle peut aider à changer la dynamique. Mais encore une fois, il y a les textes et il y a ce que votre accord, il y a comment votre accord va faire vivre le texte et comment ensuite les hommes vont faire vivre l'accord. Mais on va revenir sur les éléments juridiques qui répondent à votre question. Peut-être un élément, il y a aussi une technique assez classique des directions, c'est de vous noyer sous des informations. Donc vous ne respirez plus, vous avez des tonnes d'infos, extrêmement complexes bien sûr, pour lesquelles vous n'êtes pas forcément qualifié, forcément. Et donc vous êtes en position de faiblesse. Et clairement, c'est l'objectif aussi. Donc là, on renvoie à la formation également et à la manière aussi de gérer le process info-consulte. Je me permets de rebondir parce que je relisais du coup la directive et l'article 6 et j'ai bien en tête l'accord du comité européen dans lequel je participe depuis 2011. Et que si vous prenez l'article 6 avec votre accord européen, vous voyez exactement, mais tout de suite, m'est venu là où on en était, ce qu'on avait et ce qui restait à faire.
Donc effectivement, le parallèle avec le texte, la directive et votre accord, et normalement, vous avez déjà une bonne base pour savoir quel est votre agenda en fait. Il y avait une autre question, Oui. et puis on a encore le temps pour une autre question après, et puis on aura une petite présentation qui, je pense, va vous donner des réponses à plein de questions que vous vous posez. Toutes les questions même, voilà. Toutes les questions tout à l'heure, mais on a encore quelques minutes, donc allons-y. Oui. Alors, Saïd Mamou, donc je rebondis sur ce que vient de dire mon collègue. Effectivement, les directives européennes sur le CE sont, j'ai l'impression, à travers tous ces échanges, contrairement à ce qui est marqué sur le papier, hein, que c'est pas autre chose qu'un instrument symbolique du dialogue social. C'est l'impression que j'en ai dans les échanges. Et évidemment, avec toutes les problématiques que l'on peut rencontrer dans ce genre de comité, hein, vous les avez évoquées, la langue, les différences de culture, les différences juridiques, pour éviter justement que ce rôle ne se limite pas à juste de l'information et de l'information descendante, quel peut être l'avenir de ce CE sans qu'il y ait un pouvoir contraignant? Est-ce que ça peut exister sans qu'il y ait de pouvoir contraignant? Est-ce que ça peut fonctionner sans pouvoir contraignant? Merci. Je sais pas, j'aime pas forcément utiliser le mot contraignant, mais il faut un cadre. Donc, si un cadre, c'est une contrainte, alors il faut une contrainte. Mais moi, je dirais plutôt un cadre. Un cadre, c'est nécessaire parce que tout va bien jusqu'au jour où vous posez la question qui fâche, en fait. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de cadre, si vous n'avez pas de loi, s'il n'y a pas de statut... Vous savez, les statuts, dans toute organisation, les statuts, on s'en réfère jamais quand tout va bien. On s'en réfère que quand il y a un problème. Mais on est bien content de bien les avoir préparés, de bien les avoir travaillés et de les avoir fait valider à la majorité lorsqu'on doit s'y référer. Donc c'est le même principe. Le but, c'est que cet accord, d'abord, si tout fonctionne bien, on l'oublie presque. Mais je pense qu'il faut ce cadre. Et puis, il y a des avancées concrètes. Enfin, je voyais sur l'équilibre, moi j'ai des cas en tête où on a une surreprésentation des hommes dans les comités européens. Là, il y a des choses concrètes sur ce sujet. Donc, moi, je suis content avec ce texte, en fait. Je pense que c'est un texte pragmatique. Il y a encore plein de choses à voir, mais c'est une bonne avancée, en fait. Je peux ajouter un complément. Moi, je dirais aussi il faut qu'il y ait des menaces. L'idéal, c'est de ne pas les utiliser, mais ça fait partie du cadre. Et on va voir qu'il y a des menaces. Il faut les connaître. Il faut les connaître et évidemment les invoquer uniquement quand c'est nécessaire, mais surtout faire comprendre que vous vous êtes approprié l'outil. Il faut que la direction sache que vous êtes en maîtrise. Et là, ça change la relation. On en revient à la question de formation, de haut niveau. Voilà. Donc, je suis d'accord, cadre et un peu de menace. Et c'est ce que fait la directive aussi. Alors, bien sûr, il faut que j'ajoute quelque chose. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Dans un scénario, dans un monde idéal, il y a information et consultation. Et lorsque le tout est bien ancré auprès des salariés qui connaissent le contexte de leur entreprise, il y a bien sûr une valeur ajoutée. Mais il peut y avoir des différences entre pays, évidemment. Dans certains pays, il y aura des défis qu'il n'y a pas dans d'autres. Donc, dans différentes entreprises, les CE fonctionnent mieux. Dans d'autres, j'entends que c'est parfois une plateforme de simple information. Mais je le répète, au vu des retours qui nous parviennent, c'est un outil de dialogue social qui a un intérêt, qui fonctionne
qui a un intérêt pour les deux camps. Et à titre personnel, pour parler de la Suède, où le dialogue social est parfaitement naturel sur le marché du travail, on voit vraiment ce qu'il y a de bénéfique lorsque les deux camps s'unissent autour de la table. Alors voilà, il faudra voir ce qu'il advient avec la transposition de la directive, mais comme Maxime l'a dit, il est important que la flexibilité soit conférée aux différentes entreprises. Il faut s'adapter aux besoins des entreprises et on voudrait bien sûr qu'il y ait davantage de consultations. Il faudra voir, je le répète, comment le tout se poursuit. Il y a un élément quand même que j'ai repéré qui me plaît bien dans ce qui a été dit, c'est de dire que quels que soient les textes qui existent, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait de la confiance des deux côtés, mais aussi que tout repose en fait sur les personnes qui constituent justement ce comité européen et que chacun et chacune a la possibilité de faire bien fonctionner les choses. Et que sans ça, en fait, on aura beau avoir tous les textes qu'on veut, une directive bien plus favorable que celle-ci, un accord qui, sur le papier, paraît formidable. Si derrière, il n'y a pas des hommes et des femmes qui travaillent à faire que ça marche, ça ne fonctionnera pas. Et c'est tout l'intérêt que vous avez, vous, à être là aujourd'hui, parce qu'en fait, tout repose sur vous, en fait, tout compte fait. C'est vous, dans vos entreprises, avec évidemment des directions qui vont jouer le jeu, parce que l'un sans l'autre, ça ne peut pas fonctionner, mais c'est vous qui allez pouvoir faire fonctionner le dispositif. Donc maintenant, peut-être, et il y aura encore un petit temps d'échange après la présentation de Jean-Philippe, et puis évidemment quelques mots de conclusion de nos participants. Jean-Philippe, on va te laisser la parole pour présenter justement la nouvelle directive sur les comités d'entreprise européens. Alors, avant, d'abord, je n'ai pas eu l'occasion de le faire parce qu'Anne-Catherine a commencé par une question extrêmement directe. Je voudrais vous dire le plaisir que j'ai d'être ici. Enfin, ça va être montant et descendant, pour reprendre l'expression qui a été utilisée, parce qu'en fait, ça vient du terrain, Anne-Catherine l'a bien dit. Mais je voudrais remercier Anne-Catherine, la CFE-CGC, pour sa confiance. Et c'est vrai que voilà, on est là sur des confédérations qui s'intéressent au CE européen et cette fibre européenne internationale, on ne la trouve pas, voilà, c'est pas généralisé. Donc c'est un plaisir d'être avec vous. Et je veux d'abord, avant de faire la présentation, prolonger la dernière parole d'Anne-Catherine. De ce que j'ai vu, un CE européen, ça peut tenir à 1 ou 2 personnes. C'est vous. C'est-à-dire que vous avez un ensemble de membres qui sont inactifs, passifs, qui, pour des raisons diverses, sont là sans être là. Et puis, la direction, elle a repéré 1 ou 2 personnes qui vont tirer l'ensemble. Et c'est vous aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà, c'est une dynamique, vous l'avez peut-être vécu, et parfois, on n'y peut rien. On est seul et on n'y peut rien quand même. Hein. Mais on peut, seul, tirer un groupe face à la direction qui va justement s'accrocher à vous. Alors, ce qu'on va faire là rapidement, c'est redire un peu tout ce qui a été dit, mais de manière un peu plus formalisée et un petit peu plus précise, avec des conseils méthodologiques. Alors, j'arrive pas à... Pour le moment, ça marche pas. Peut-être que... Ah, voilà, c'est pas encore. Ça y est, bon. Oui, alors, Denis Radke l'a dit, on est sur une directive plutôt de clarification, donc on ne renverse pas la table. Donc, c'est des petits pas et des petits pas assez positifs. Alors, un sujet qu'on rencontre souvent sur le terrain, un point de crispation, on joue au chat et à la souris, c'est est-ce que la question est transnationale ou pas? Parce que si elle n'est pas transnationale, ben, le CE européen il n'est pas compétent. Si elle est transnationale, le CE européen est compétent. Et donc, les directions de groupe ont plutôt tendance à avoir une vision très restrictive de la notion de transnationalité. Alors, l'avantage de la nouvelle directive, c'est qu'elle dit d'une manière hyper complexe, on peut raisonnablement s'attendre à ce que les mesures envisagées par la direction affectent les travailleurs et à ce que les travailleurs dans au moins un autre État membre soient affectés. L'idée, c'est quoi? C'est que la directive dise clairement que même si une question, par exemple la fermeture d'un site,
a priori purement nationale, dès lors qu'elle va raisonner sur l'organisation du groupe, eh bien, elle est transnationale. Le pari que je fais, parce que ces règles qui sont dans la directive, elles vont être transposées. Alors nous, on raisonne code du travail, puisqu'on est sur un comité d'entreprise européen de droit français. Je fais le pari que ce sera transposé mot à mot. D'accord ? Le législateur ne va pas s'embêter. Ce qui veut dire que cette formulation qui est quand même hyper complexe, c'est mieux, mais c'est quand même pas très très clair. On peut raisonnablement s'attendre à ce que on peut s'attendre raisonnablement à ce que des directions freinent des quatre fers. Donc je crois qu'il faudra travailler la transposition dans l'accord pour mettre des éléments quantitatifs, objectifs. Dire par exemple que la question est transnationale dès lors qu'une mesure est susceptible d'avoir un impact sur au moins 500 salariés dans le groupe ou sur au moins 2 États membres. On peut objectiver, on peut quantifier. À mon avis, il ne faut pas s'en tenir à cette progression. Sur les questions transnationales, il y a une clarification qui a été apportée cette fois-ci plutôt côté direction, c'est-à-dire qu'on doit on doit tracer une frontière entre les questions importantes et puis les questions très très secondaires. Donc il y a des questions très secondaires internationales qui n'ont pas vocation à venir dans le comité d'entreprise européen. Habituellement, on cite un exemple trivial. Quand la direction décide de changer le papier toilette dans toutes les entités du groupe, ça ne mérite pas de venir devant le CE européen, un changement de prestataire pour des choses secondaires. Alors, on en arrive à la question que vous avez abordée dans vos 2 questions, que j'ai abordée aussi à travers la question d'Anne-Catherine, c'est sur la consultation. Alors déjà, il y a un premier point de clarification, ce qui nous paraît un peu surréaliste, mais il fallait le faire. La directive dit enfin que la consultation a lieu avant l'adoption de la décision. Alors, ça peut nous paraître évident, d'accord. En droit français, ça a donné lieu devant le CSE, le comité d'entreprise, à pas mal de discussions, à quel moment la consultation a lieu. Mais c'est vrai qu'il y avait des interprétations maximalistes selon lesquelles la consultation pouvait avoir lieu une fois que le projet est décidé. Alors, à quoi ça sert ? À rien. Et clairement, voilà, on sait que la consultation a lieu avant. Mais surtout, et là je réponds à vos 2 interrogations, est-ce que la consultation va revenir dans le jeu ? Vraiment. Qu'est-ce que dit la nouvelle directive ? Les représentants des travailleurs ont droit à une réponse écrite motivée. Ça, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant d'abord parce que on rentre dans un process formalisé, mais aussi parce qu'on peut être sur le terrain du contentieux. Et là, je parlais de la menace tout à l'heure. Vous n'avez pas de réponse motivée. Rien ne vous empêche de saisir le juge par voie de référé pour demander la suspension du processus, tant que vous n'avez pas de réponse écrite motivée à l'avis que vous avez mené. Alors évidemment, on va tout éviter pour aller au conflit, ce n'est pas l'idée. Mais par cette formalisation du process, on va de l'avant. Rien ne vous empêche dans l'accord d'aller au-delà de la directive, de mettre des délais. On parle de délais raisonnables, mais on pourrait très bien distinguer selon le type de projet, selon sa sensibilité, et mettre des délais dans lesquels vous, CE européen, vous allez donner un avis. Et dans quel délai la direction doit répondre. Là-dessus, il faut être créatif pour arriver à objectiver autant que possible. Donc sur la consultation, voilà, il y a des armes qui sont fournies par la nouvelle directive. Sur la transposition, il faut s'attendre, à mon avis, à rien d'autre qu'un copier-coller. Mais par contre, dans l'accord, c'est là qu'il faudra vraiment aller plus loin pour vraiment mettre en place la consultation. Sur le GSN, alors vous l'avez souligné sur la composition du GSN, l'idée, alors quand on voit un GSN, parfois, c'est assez frappant, hein, ou même les membres du comité d'entreprise européen, on voit quasiment que des hommes.
Voilà, l'idée c'est de rétablir un certain équilibre, mais ce n'est pas contraignant. Et c'est ça qui est important de souligner. C'est dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, on doit arriver à une répartition 40-60, mais il n'y a pas d'obligation. Donc ça reste une mesure un peu molle. D'accord ? C'est un premier pas. Et dans la prochaine mouture, puisqu'on a une nouvelle directive tous les 15 ans, donc dans 15 ans, ceux qui seront encore en activité dans cette salle, ce ne sera pas mon cas, et je sens que beaucoup d'entre vous sont comme moi, on aura peut-être un truc mieux. Alors sur la négo, donc, le président l'a dit, Anne-Catherine l'a répété, la phase de négo du GSN, elle est capitale évidemment, parce que c'est ce qui va ensuite... ça met en place toute la dynamique, ou même l'échec, parce que finalement, on a raté. Une chose importante, les syndicats avaient demandé que la négociation soit limitée à 18 mois. On est resté à 3 ans. Alors, voilà, 3 ans pour négocier un CE européen, c'est long. Là, on a le temps de peaufiner les virgules. 3 ans, ça veut dire, si la direction va au bout des 3 ans, c'est qu'elle n'est pas hyper motivée, hein. Voilà, clairement, c'est qu'elle veut gagner du temps. Donc, ce n'est pas bon signe, mais c'est resté à 3 ans. Une précision aussi très pragmatique, il y a des directions qui, une fois que les 100 salariés ont demandé la mise en place d'un GSN, traînent. Donc, aujourd'hui, avec la nouvelle directive, la première réunion du GSN devrait être convoquée dans les 6 mois suivant la demande. Et voilà, l'idée, c'est d'accélérer le processus de négociation. Donc, les mesures dilatoires, les manœuvres dilatoires seront normalement stoppées. Autre point de clarification, toujours phase de négo avec le GSN, il faut, nous dit la nouvelle directive, un nombre suffisant de réunions. Bon, c'est vrai que dans l'ancien texte, c'était une réunion. Alors, on n'imagine pas qu'en une seule réunion, tout soit ficelé, hein, sauf à ce que vous acceptiez le texte de la direction, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, mais c'est clarifié. Alors, voilà, le dernier point, c'est le point capital, hein. On en a parlé plusieurs fois. Les dépenses relatives aux négociations sont supportées par la direction. Elles englobent les frais raisonnables de recours aux services d'experts, y compris les experts juridiques. C'est fondamental, hein, ce point-là. Il faut absolument, quand on s'engage dans une négo ou dans une renégo, être accompagné par les syndicats, hein, CFE, CGC, par les experts juridiques sympathiques et compétents. Les autres, non, bien sûr. Il faut être accompagné. Et enfin, il est dit clairement que la direction doit financer. Alors, englobe les frais raisonnables de recours. Voilà, c'est combien, à partir de quand la direction dit non, si elle dit non, est-ce qu'on va pouvoir engager une action devant le tribunal? Ça, c'est un peu dans le flou. Mais voilà, parfois, pour qu'une négociation aboutisse, c'est le cas pour cette directive, on est obligé de laisser un peu de flou. Et c'est le cas. Alors, sur le contenu de l'accord, je voudrais clarifier un point par rapport à ce qu'a dit Denis Radke dans cette magnifique vidéo. Il a dit « Désormais, ce sera 2 réunions par an ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dans les prescriptions subsidiaires dont on reparlera, oui, il est indiqué que c'est 2 réunions par an. On le sait, les prescriptions subsidiaires, c'est un aiguillon à la négo. C'est une base. Mais il n'y a aucune obligation de prévoir deux réunions. Donc, si vous êtes à 1 réunion par an, vous resterez à 1 réunion. S'il y a une renégociation, vous pourrez tenter de passer à 2, mais c'est le fruit de la négociation. Donc, attention, pas d'excitation sur le nombre de réunions. Sur le format, c'est vrai que désormais, il faudra négocier le format. Et ça renvoie au préambule de la directive qui n'est pas contraignant mais qui donne une ligne directrice, c'est-à-dire que vous pourrez inclure de l'hybride. Bon, vous connaissez les avantages et les inconvénients. Je pense qu'il faut être hyper prudent sur l'hybride. Ça peut être très utile pour les réunions exceptionnelles, les réunions d'urgence. Ça peut être aussi très utile pour articuler le niveau national et le niveau européen d'infoconsulte. Mais évidemment, la direction aime bien l'hybride, hein. Ça coûte moins cher et surtout, on ne discute pas.
Donc là-dessus, il faudra tenir le cap. Évidemment, les directions vont vous dire qu'elles sont vertes. C'est uniquement la raison pour laquelle elles vous demandent de passer en hybride, c'est parce qu'elles détestent polluer. Le bilan carbone, il y aura un représentant RSE pour vous expliquer sur un beau graphique combien vous dépensez en carbone, etc. Un point central de la négo, clarifié par la nouvelle directive, on négocie sur les ressources financières et matérielles. Ça, c'était déjà dit, mais on négocie sur quoi? Sur le recours éventuel à des experts et leur participation éventuelle à des réunions, y compris des experts juridiques et des organisations d'OS. Ça me semble être un point capital. Et peut-être l'innovation la plus importante parce que c'est celle qui peut conditionner le succès du reste. Si vous arrivez à négocier le fait que lors des réunions, vous soyez accompagné par un représentant de la CFE-CGC, un expert syndical, un expert juridique, un vrai expert, alors ça peut vraiment, à mon avis, changer la dynamique. Mais ça suppose de bien le négocier dans l'accord. Et y compris, quelqu'un le disait, dans la nouvelle directive, il est indiqué qu'on va négocier également la fourniture de formations adéquates. Donc là aussi, il faut quantifier. Nombre de jours par an, budget, etc. Il faut que ce soit écrit. Si ce n'est pas écrit, ça va être le bazar. Vous serez tout le temps en train de discuter. Enfin, c'est mon impression. Sur les infos confidentielles, je vais vite, Anne-Catherine, ça va? Ça va? Oui, j'accélère. Il faut que j'accélère. C'est terrible. Habituellement, les étudiants disent « Non, non, monsieur, continuez. Tant que vous voulez. » Et ils sont sincères en plus. Sur les informations confidentielles, on l'a dit, vous avez vécu des choses qui ne sont pas normales, tout est confidentiel. Donc ça n'allait pas. Ce qui est intéressant, c'est que donc, dans la transposition, il faudra que donc le Code du travail prévoit des critères objectifs de confidentialité, mais surtout que la direction centrale informe des raisons justifiant la confidentialité. Là aussi, je reviens à la menace. Là, il y a un levier d'action judiciaire, de contentieux. Il faut que vous expliquiez pourquoi c'est confidentiel et si vos explications ne tiennent pas la route, potentiellement, je peux saisir le juge. Alors, vous n'allez pas vouloir le faire, mais il y a un levier ici pour vraiment éviter cet excès de confidentialité. Sur la non-transmission d'infos, alors, il y a 2 articles à part, je passe. Un point super important sur les sanctions. Pourquoi c'est important? Il y avait un gros désaccord entre salariés et employeurs lors de la négociation. Les syndicats voulaient des sanctions hyper fortes, sous forme d'amendes à peu près identiques à celles applicables au règlement RGPD. On parle de millions d'euros. Ou sanctions sous forme de suspension du processus. Donc du projet envisagé par la direction. On n'en est pas arrivé là, on en est arrivé à des sanctions un peu vagues. Il faut des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées. C'est le seul endroit de la directive où il y a beaucoup de marge dans la transposition. Ça veut dire que le Code du travail français, la loi suédoise, la loi irlandaise risquent de ne pas du tout adopter les mêmes sanctions. Or, vous savez qu'aujourd'hui, prenons l'exemple des entreprises américaines, elles vont décider d'implanter le CE européen dans le pays dont la législation nationale de transposition de la directive est la plus souple. C'est évident qu'en France, d'ores et déjà, on peut suspendre un processus d'infoconsulte. En Allemagne, c'est 15 000 € l'amende. Alors 15 000 € pour un grand groupe allemand, voilà, c'est de la rigolade. Donc ça veut dire qu'il pourra encore y avoir des différences importantes entre États membres qui pourraient avoir pour effet de favoriser l'implantation des CE européens dans tel ou tel pays, en Irlande, en République tchèque, par exemple. Alors l'accès effectif à la justice, ça concerne moins la France, donc je passe.
Alors, pour finir, dans un slide que Anne-Catherine a montré, mais elle n'a pas commenté le dernier tableau, elle a montré que 25% des CE européens, un quart, sont des CE avant 1996, c'est-à-dire qui ont été négociés avant l'entrée en vigueur de la directive de 96, parce que ces accords qu'on dit d'anticipation permettent d'échapper à la directive. Et aujourd'hui, c'est des CE européens de grands groupes. Il y en a dans la salle. Hein. Donc vous avez un forum, je ne sais plus qui l'a. Ils ne s'appellent pas Comité d'entreprise européen, ils ont un autre nom. Et ils échappent aux règles. La nouvelle directive n'oblige pas à renoncer à ces accords d'anticipation. Qu'on soit bien clair là-dessus. Il est tout à fait possible que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous ayez toujours votre accord d'anticipation. OK ? Pourquoi ? Eh bien parce que une nouvelle négociation ne sera possible à partir du 2 janvier 2029 que si au moins 100 travailleurs en font la demande. Donc premièrement, il faut attendre janvier 2029 et il faut que 100 travailleurs en fassent la demande. Je ne suis pas sûr que ce sera toujours le cas. Peut-être qu'il y a un bon deal finalement. Peut-être que le maintien de cet accord d'anticipation, c'est la contrepartie d'autre chose. Peut-être que cet accord d'anticipation, tout le monde en est content. Mais si les négos sont engagés, à partir du 2 janvier 2029, vous aurez 2 ans pour conclure un nouvel accord. Ça veut dire que là, on repart à zéro. On refait un GSN. On a 2 ans pour conclure. Et si au bout des 2 ans, on n'a pas d'accord, on passe aux prescriptions subsidiaires. Et pendant cette période de négo, on garde l'accord d'anticipation. Donc tout le monde est toujours avec moi. C'est bien les enfants. Les étudiants dorment en général déjà. Et deuxième précision, il y en a peut-être dans la salle qui ont des accords directive 94. Qui ne sont pas les mêmes que les accords directifs 2009-38. En gros, aujourd'hui, on a 3 catégories d'accords selon la date de conclusion. Avant 96, avant 2009 et depuis 2009. Pour ces accords directifs 94-45, ce que prévoit la nouvelle directive, ce n'est pas une renégociation intégrale, c'est une adaptation de l'accord. Donc, à mon avis, il ne faut pas mettre en place un nouveau GSN. S'il est dysfonctionnel, je ne sais pas comment on fait. Et sur quoi on va négocier l'accord d'adaptation ? Sur les éléments de l'article 6, c'est-à-dire le format, la fréquence, le lieu. Et également, il y aura obligation de respecter ce que la directive appelle exigences minimales, mais qu'elle ne définit pas, mais qui sont probablement qu'est-ce qu'une question transnationale, qu'est-ce que l'info, qu'est-ce que la consulte. Alors, si je conclue rapidement, l'idée c'est quoi ? L'idée c'est quand même de tendre à ce que tous les CE européens soient sur le même moule, le moule de la nouvelle directive. Mais on va y tendre uniquement s'il y a de nouvelles négociations qui sont engagées. D'accord ? Premièrement, ça c'est quelque chose d'important, mais surtout de manière concrète. Dès aujourd'hui, on a une nouvelle directive, même si elle n'est pas transposée. Vous avez déjà un outil, vous avez déjà un levier de renégociation. Et plus encore, vous avez un levier d'interprétation. C'est-à-dire que si ça pinaille sur est-ce que la question est transnationale ou pas, s'il n'y a pas de consulte ou pas, vous pouvez déjà utiliser la directive, peu importe qu'elle ne soit pas transposée. Puisqu'en fait, on est sur un outil de négociation. Le CE européen, c'est un accord. Rien ne vous empêche d'utiliser ces arguments juridiques pour appliquer concrètement le nouveau texte dans la vie quotidienne de votre CE européen. Pourquoi pas le faire tout de suite ? Quand il y a un doute, quand on n'est pas d'accord, on sort la directive. Alors voilà, tracé à grands traits, Anne-Catherine, je n'ai probablement pas tenu le délai, mais le plus important, c'est qu'on puisse discuter, contester ou ajouter, ce qui est une vision aussi quand même un peu académique de la chose.
Merci pour cette intervention. Je vous rassure, vous aurez les planches complètes, très détaillées, avec peut-être les compléments d'information qui n'ont pas été donnés là. Mais merci en tout cas d'avoir été si complet. Je rappelle maintenant nos 2 participants à la table ronde pour une série de questions-réponses. On va voir s'il y a des nouveautés. Je vais passer devant. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle suite à la présentation? Oui, j'en vois au fond. On va peut-être prendre 2 questions tout de suite, comme ça permettra de faire des réponses. Bonjour, Jean Courteau pour le groupe NJ. En fait, je me posais la question par rapport à la nouvelle directive, les contraintes de consultation, enfin d'avis, consultation. Est-ce que finalement, ça engendre pas mécaniquement beaucoup plus de réunions, puisque enfin, les groupes européens passent leur temps à se réorganiser, à se restructurer. Et donc, est-ce que ça ne va pas créer... Enfin, il y a un minimum d'une réunion, mais finalement, la réalité ne va pas, avec cette contrainte d'avis consultation préalable, générer plus de réunions. Je peux commencer à répondre, mais mes camarades seront bien placés. Alors, peut-être deux réponses à brûle pour point. La première, c'est que je pense que le bureau du CE européen a un rôle très important en pratique. Particulièrement pour les questions très très sensibles. Et vous pouvez très bien, bien procéduraliser dans votre accord ce qui va relever de la réunion plénière du CE européen, de ce qui va relever d'une première consultation du bureau, avec ensuite éventuellement d'ailleurs une consultation via un format hybride. Donc ça me paraît important. Et puis deuxième remarque, et alors s'il faut plus de réunions, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Hein. Je pense qu'une réunion par an, on l'a dit, c'est quand même assez symbolique. Donc on en est un peu plus. Moi, ça ne me paraîtrait pas choquant. Après, on peut vraiment imaginer un process qui soit efficace. C'était exactement une part. J'avais 2 éléments de réponse et vous avez amené le premier, le fonctionnement du bureau en fait. Effectivement, en fonction de la taille et du nombre de représentants, on a en général un bureau qui lui est plus flexible, arrive à se réunir plus régulièrement sur des sujets d'actualité. Donc ça, c'était mon premier point de réponse. Et le deuxième, c'était les questions de la possibilité d'organiser des réunions en digital. Alors, je souris parce que c'était du côté des représentants des salariés, ça crée le débat avec la crainte au tout début que la réunion annuelle se transforme en une réunion digitale. Mais aussi avec la possibilité justement d'avoir 2 réunions physiques. Et si on veut un vrai processus d'information-consultation, ça suppose des débats réguliers et donc la possibilité, pour ceux qui étaient les plus optimistes, de dire une réunion ou 2 réunions en physique et puis 2 réunions en digital, au moins une. Donc voilà. Donc les plus pessimistes disaient non, on n'ouvre pas du tout au digital, et les plus optimistes disaient si, on ouvre au digital pour pouvoir en faire plus. Voilà. Donc c'était mon deuxième élément de réponse. Je vais faire une intervention quand même sur les propos de Jean-Philippe sur le bureau du comité. Effectivement, c'est un organe essentiel, mais il ne faut pas non plus dévoyer son rôle. Et il ne faut pas que le bureau devienne en fait l'instance de discussion privilégiée de la direction en oubliant tous les autres membres. Nous, CFE-CGC, on est présent dans beaucoup de comités d'entreprise européens. Néanmoins, il peut y avoir des comités où on n'est pas au bureau. Et du coup, il faut qu'on puisse avoir les informations aussi nécessaires. Il n'y a pas un niveau d'information qui correspond au bureau et un autre niveau d'information pour les autres membres. Tous les membres doivent être traités de la même manière. Donc c'est quand même un élément à avoir en tête. Parce que ça aussi, c'est un élément que les directions utilisent souvent
pour faire passer justement un certain nombre de décisions sans passer par l'Assemblée plénière, alors que normalement, tous les membres du comité ont le droit de participer, de donner leur point de vue. Donc c'était un petit écueil. C'est important ce que tu dis, Anne-Catherine, et j'en reviens toujours à la même chose, il faut procéduraliser dans l'accord ou dans le règlement intérieur. On a beaucoup de points communs dans les réflexions. C'est ce que j'allais dire, parce que concrètement, dans les processus de décision, comment les comités d'entreprise prennent leurs décisions. Et on voit beaucoup dans le cas pratique les interactions entre le bureau et les réunions plénières. Et il y a, dans les accords, c'est parfois pas précisé en fait. Et donc sur beaucoup de points, on se dit mais là, dans ce cas-là, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que prévoit l'accord, etc. Donc le mieux, mieux les choses seront préparées et encadrées, et plus facile ce sera. Puis après, il y a les élections. Donc tous les X années, il y a quand même le bureau qui doit repasser aux élections. Donc si jamais le bureau a pris des mauvaises décisions, bon, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Nous avons encore quelques minutes. On a rattrapé le décalage de ce matin, donc n'hésitez pas. Nous avons le temps pour répondre à des questions. Nous avons des experts de tous les secteurs, les employeurs, les salariés, les praticiens. Non, le micro arrive. Non, c'est pour les interprètes, on a besoin. Alors, du coup, j'en profite pour clarifier, parce qu'en fait, ce n'était pas une opinion que je donnais, hein, c'était factuel. C'était que, bon, alors je prenais l'exemple de mon groupe où ça restructure en permanence, et finalement, on a un accord avec 2 réunions. Moi, il y en a un minimum 4 par an, parce qu'il faut effectivement donner ses avis et travailler sur tous ces sujets. Merci. Oui, encore une question, parce que vous évoquiez le bureau, mais je vous avouerai que ça ne me parle pas trop. Moi, on est dans un WC avec un Select Committee dont tous les membres sont élus par l'Assemblée plénière et qui a vraiment des prérogatives de négociation qui sont remontées au niveau du Select Committee de par l'accord qu'on a. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal. Le bureau, je le vois bien dans la version française du CSE, mais pour le coup, je ne le vois pas du tout dans la version du EWC. Le bureau, c'est tout simplement souvent la traduction en français du Select Committee. Ouais, parce que, voilà, sauf qu'en France, un bureau, on a un secrétaire adjoint et un trésorier, et l'expression européenne est assez différente à mon sens. Oui, bonjour. Philippe Moine, Cassib. Voilà, donc moi je me reconnais pas tout à fait dans ce que vous dites, parce que nous, on a un comité d'entreprise européen qui fonctionne, on a un bureau restreint, avec lequel souvent on échange avec la direction. On a des réunions tous les 3 mois, trimestrielles. On fait des voyages d'études en Europe, hors Suisse, bien sûr, UK et compagnie. Moi, ce que je voulais juste aborder, c'est la facette Uni et FSEC. Dans l'accord, l'Uni est toujours présent, de par ses 15 ou 16 millions de salariés en Europe, paraît-il, et la FSEC est absente. Donc j'ai essayé d'introduire la FSEC, j'y suis pas arrivé, parce que j'ai la CFDT en face qui n'est pas d'accord. Chez nous, dans le groupe, il y a 2 blocs importants. Il y a chez nous d'abord, le SNB, CFE, CGC, SNECA, et il y a également en face la CFDT, 2 points de moins. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que l'Uni est toujours présent à chaque réunion du bureau, invité, d'accord. Ils donnent leur point de vue, très bien, voilà. Nous, on est toujours accompagnés d'experts d'un cabinet, donc on n'a pas ce problème-là, on a un budget, on a tout ça, il n'y a aucun problème. Mais j'aimerais bien, moi, puisque Maxime est là en plus, qu'on parle pourquoi il n'y a pas la FSEC, pourquoi la FSEC n'est jamais invitée et n'est même pas pris en compte par la direction du groupe Crédit Agricole. Merci.
Alors là, je vais prendre la réponse. Tout d'abord, au niveau européen, les partenaires sociaux sont au nombre de 6, partenaires sociaux officiels. Il y a la CEC, il y a Business Europe, il y en a d'autres. Il y a Eurocadre, etc. Il y a aussi les entreprises de plus petite taille. Au niveau des fédérations, au niveau des secteurs et des branches, la représentativité n'est pas la même. C'est-à-dire que certaines fédérations sont reconnues comme étant représentatives au niveau européen et pas d'autres. Ensuite, il y a un élément qui est primordial, c'est le poids de chaque organisation dans le pays considéré, et ensuite le poids de la fédération sectorielle dont on parle. Tu as évoqué la FESEC et de l'autre côté Uni Europe. Le poids de ces deux fédérations-là n'est pas du tout le même. C'est historique. Et c'est le cas dans d'autres secteurs. Il n'y a pas que celle-là. Donc, il y a des secteurs où ça se passe bien, des secteurs où ça se passe moins bien, des secteurs où, on va dire, la fédération la plus importante ne veut absolument pas entendre parler de l'autre fédération. Et je pense qu'au niveau de l'UNI et de la FESEC, c'est ce qui se passe. Ça s'est passé dans d'autres secteurs. Moi, je viens de la métallurgie, on a eu exactement la même situation. Mais je dirais que là, les employeurs, quelque part, ils sont pragmatiques. C'est-à-dire que quand ils vont négocier avec les premières organisations qui leur permettent d'avoir une majorité, ça va leur suffire. Donc si nous, on est dans la minorité, pas forcément en chiffres, mais la minorité par rapport aux autres, on ne sera pas forcément consulté. Il y a des actions qu'on peut mener, c'est des actions qu'on peut mener au niveau de la Confédération pour vous aider, mais je dirais que ça fera l'objet d'un autre débat qui pourra d'ailleurs aussi être évoqué cet après-midi, au besoin, entre militants, pour partager les expériences sur ce sujet. Mais en tout cas, nos représentants ici, ce qu'ils peuvent faire, c'est s'assurer que l'ensemble des représentatifs dans leurs entreprises sont bien consultés quand il y a des accords. Comme je dis, tout dépend des relations qui peuvent y avoir dans les entreprises, aussi de la confiance qui existe entre l'employeur et les représentants des salariés. Donc je dirais que chaque entreprise est différente, mais en tout cas, que ce soit la CEC ou Business Europe, ils jouent leur rôle au niveau européen en tant que représentants de leurs entreprises ou des salariés qu'ils représentent, pour essayer de développer aussi notre présence à tous les niveaux, y compris sectoriels. Peut-être pas au niveau que tu souhaiterais, mais je veux dire, il y a un champ de progrès qu'en tout cas on a en tête au niveau confédéral sur ce sujet. Une question devant. Thierry Vincent, donc secrétaire national en charge de l'Europe et l'international à la Fédération de la métallurgie. Moi, j'avais une question pour Niels. Est-ce qu'il y aurait des entreprises, vous avez identifié des entreprises qui pourraient être intéressées d'anticiper dès maintenant, dans les négociations qui sont encore en cours, la nouvelle directive sans avoir besoin d'attendre en fait 2029 ? Est-ce que vous en avez identifié ? Est-ce que vous seriez intéressé par ce dispositif ? Et est-ce que vous envisagez de l'anticiper plutôt qu'attendre en fait 2029 ou 2030 ou 31 ou 32? Thank you. 2029, that's Merci. Far away. En 2029, ça paraît si loin. Alors, bien sûr, ce que nos membres nous disent, c'est que beaucoup d'entreprises anticipent déjà les changements apportés par cette directive. Alors, je ne pourrais pas m'exprimer au nom d'entreprises en particulier, mais les échos qui me parviennent sont qu'il y a que les éléments qui doivent être gérés par il y a des éléments gérés par les entreprises, mais il y a aussi la manière de transposer par les États membres.
Et donc il faudra, comme je le disais, attendre pour savoir comment les États membres assureront cette transposition. Attendront-ils jusqu'à 2029 ? Je ne sais pas, mais je sais que beaucoup de nos membres sont en étroite relation avec les gouvernements. Nous avons entendu qu'il y a plus d'éclaircissements juridiques, mais de ce que j'entends, la vie est peut-être un peu différente. Beaucoup attendent justement qu'il y ait de la clarté sur le plan juridique. Alors peut-être que ça va prendre du temps. J'espère qu'il ne faudra pas attendre jusqu'à 2029, mais il faudra attendre. Je peux apporter un complément. J'ai dit tout à l'heure qu'à mon avis, on pouvait enjamber la transposition assez aisément. On peut aujourd'hui appliquer la directive dans une négociation. La seule question sur laquelle il y a un doute, c'est sur les sanctions. Parce que là, on va avoir une variété de sanctions. Mais je ne crois pas que ça empêche de négocier sur le nombre de réunions, sur qu'est-ce qu'une question transnationale, c'est l'avis motivé, comment on fait, dans quel délai. Je pense qu'on peut très bien le faire si on est de bonne volonté aujourd'hui. Donc l'argument de dire « attendons la transposition » me semble être un argument d'attente que je comprends aussi, évidemment. Hein. Mais juridiquement parlant, je pense qu'on peut dès demain négocier. Et que la direction montre à cette occasion justement ce côté leader, innovant, porteur de dialogue social, donc tout ce qu'elle pourra valoriser dans sa communication. On a le temps de prendre encore une question et puis ensuite je laisserai quelques minutes à nos participants, quelques mots de conclusion. Donc est-ce qu'il y a encore une question là ? Bonjour, Guillaume Robieux, AXA XL. On a des sociétés de statut société européenne qui appartiennent à des groupes internationaux. Donc chez AXA, on a un comité européen. Point de vue organisation, ces entreprises de sociétés européennes fonctionnent avec des organigrammes internationaux. Donc au quotidien, on n'a pas une visibilité très forte sur ce qui se passe en Europe au sein de ces entreprises, puisque la direction nous explique que le champ de compétences du CSE, c'est ce qui se passe en France et pas ailleurs. Au niveau d'un comité européen, on n'a pas une granularité suffisante pour avoir des infos au niveau de l'entreprise société européenne. Donc, est-ce qu'il y a des contraintes ou un cadre qui pourrait nous permettre d'avoir une meilleure vision ? Ils sont gentils, ils me regardent. Ils sont gentils. Donc, si j'ai bien compris, c'est un comité de la SE que vous avez. Vous êtes une société européenne ? D'accord. Vous êtes, alors, voilà. Là, déjà, il y a quelque chose à clarifier. Je pense que je vois le sens de la question de Guillaume. Pascal Rollin, je suis la secrétaire du comité européen du groupe AXA. Donc, il y a une entité au sein du groupe AXA qui a le statut de société européenne. Donc, est-ce qu'il y a des particularités dans ce cadre-là, sachant que cette entité est bien évidemment couverte par le comité européen ? Alors, ça c'est un cas intéressant. Normalement, quand on ne peut pas créer de société européenne sans avoir un comité de SE. Hein, c'est lié. Mais dans votre cas, il y a quand même une infoconsulte assurée par le comité d'entreprise européen. Alors, ça me paraît acrobatique. Hein. Il faudrait voir exactement si l'effet utile, c'est-à-dire si vous atteignez les objectifs qu'un comité de la SE est supposé atteindre. Mais bon, je ne sais pas, ça mériterait une analyse juridique probablement approfondie, qu'on ne peut pas mener là dans ce cadre. Mais je ne sais pas, je suis sceptique. Je sais pas. Disons que je suis sceptique qu'il n'y ait pas de comité de la SE. Voilà. Il y en a eu un avant le rachat par AXA et après ça a fusionné. Donc ça a permis
Le comité européen aujourd'hui représente l'ensemble des entités du groupe. C'est le fonctionnement. Certes, mais c'est toujours une société européenne. Vous n'ignorez pas qu'il y a, dans les directives européennes, il y a un cas de figure où il n'y a pas d'obligation. C'est quand il y a transfert des salariés vers une SE déjà existante. Alors, oui, je vous avais dit que ça méritait une analyse juridique plus approfondie. Nous avons maintenant, je crois, quelques minutes pour laisser à nos intervenants quelques mots de conclusion. Qui veut démarrer? Est-ce que vous pensez que cette nouvelle directive, globalement, va améliorer la situation, sachant qu'on a vu un certain nombre d'écueils? Ou est-ce qu'il va falloir encore recommencer dans 15 ans, comme a dit Jean-Philippe? Est-ce que c'est la seule optique qu'on peut avoir? Je serai bref, mais j'ai déjà parlé des quelques craintes qui existent chez nos membres sur la confidentialité, sur les coûts pris en charge. Alors, à notre sens, pas trop de raison d'être optimiste, je dois dire. Alors, il faudra voir comment le tout se traduit dans la réalité, mais pour finir sur une meilleure note, je voudrais attirer votre attention sur une phrase dans l'article 9, paragraphe 1. Il est écrit que la direction centrale et les membres du comité doivent travailler dans un esprit de collaboration, de coopération. Et je dirais que c'est un bel objectif. C'est quelque chose qu'il nous faut dans ces comités. Comme je l'ai déjà dit, si vous avez un dialogue social qui fonctionne à différentes échelles, nationales, européennes, je suis convaincu qu'avec toute la confiance mutuelle, le respect mutuel qui doivent l'accompagner, c'est une manière de trouver des compromis et de satisfaire les deux côtés. Il faut être réaliste. Une partie ne pourra pas tout gagner, l'autre tout perdre. Donc c'est une manière d'avoir un bon compromis. L'avenir nous en dira plus, mais j'ai bon espoir qu'il pourra y avoir des changements positifs. Merci. Moi, je suis aussi assez optimiste. Lorsqu'on voit d'où elle vient, cette directive, donc il y a quand même eu pas mal de travail de fait, de négociations, d'échanges, de temps pris. Lorsqu'on voit de quel camp vient le principal instigateur de Denis Radke, donc il a réussi lui-même à motiver aussi pas mal de personnes de son côté, dans son camp. Et puis on a eu la Commission, le Parlement, le Conseil, enfin il y a eu beaucoup de dialogues et d'échanges. Je trouve qu'on arrive à un texte qui est effectivement un compromis. Ça a été souligné par Niels, mais qui arrive finalement à une époque où des textes de ce genre vont plutôt être rares dans la nouvelle mandature depuis 2024. Donc je pense qu'on peut s'en satisfaire. Bien sûr, il y a encore des points de vigilance. Mais pour faire une introspection complète, bien sûr, les employeurs doivent jouer le jeu. Je pense que les décideurs politiques ont largement joué le jeu. Il reste maintenant à le faire au niveau national. Mais il faudra aussi, si on va jusqu'au bout, je crois même que même nous, au niveau national, et les organisations syndicales doivent aussi jouer le jeu. Parce que parfois, on a encore des débats sur oui, mais est-ce qu'on pousse, si on pousse trop le dialogue social au niveau européen, est-ce qu'on ne va pas perdre des prérogatives au niveau national, etc. etc. Donc il y a toutes ces craintes-là encore à faire évoluer. Et donc il y a déjà une bonne partie des parties prenantes qui ont joué le jeu. Il en reste encore quelques-unes à convaincre, si elles ne sont pas convaincues. Donc les gouvernements nationaux dans la mise en œuvre. Et puis après, l'articulation avec les niveaux nationaux, les niveaux sectoriels, puisque je pense qu'on a un texte qui est un super préalable au dialogue social, au compromis, qui peut être quelque chose qui permet de relier et le dialogue social et la productivité et la compétitivité.
Et donc, ça vaut le coup qu'on continue à valider les dernières étapes jusqu'à l'interaction entre le niveau national, le niveau européen, le niveau sectoriel, etc. etc. En 30 secondes, pour prolonger le propos, formation et accompagnement. Je pense que c'est ça les clés de la réussite. On a tout en main, il faut juste, et vous êtes là pour vous former, et je pense que même quand on s'y connaît, on a besoin d'être accompagné par des gens qui ont une vision globale. Donc, voilà, accompagné par CFE, CGC, des professionnels du CE européen, des professionnels du droit. Voilà. Eh bien, merci. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants.